personnalité du Quatuor. David Otia, il naît le 23 octobre 1972 à Arras, dans les Hauts-de-France. Il vient d'une famille d'ouvriers, comme la majorité des Français, dont moi également. David, il est décrit lors de son enfance comme un gamin taquin, joyeux, qui ne manque absolument de rien. Sa famille ne roule pas sur l'or, mais tout le monde se serre les coudes. Chacun met un petit peu pour organiser les repas de Noël, acheter les cadeaux. Il a une sœur Karine et un frère Michael, dont il est resté très proche. À l'école, David réussit plutôt bien, c'est pas un gamin à problème et c'est le chouchou de son père qui le décrit comme un enfant facile à vivre, calme, gentil, pas violent. C'est un gars sans histoire, sportif, qui le 1er août 1992, peu avant ses 20 ans, s'engage pour son service militaire. Une fois de plus, il ne fait pas parler de lui. En 1994, il est embauché comme ouvrier et soude des pièces toute la journée. Mais sa situation ne lui plaît pas, voilà, il est à l'usine, sur la chaîne, 8 heures par jour en train de souder. Et il se dit que, mais est-ce qu'il va vraiment faire ça toute sa vie ? Le comportement de David se met alors à changer. Il s'absente de plus en plus, commence à attirer les problèmes. On dit dans le coin qu'il vole des voitures, les retape, puis les revend, ce qui ne fait pas du tout peur à Alexandra. Le côté bad boy, elle l'adore. Employée de bureau à la mairie, elle rencontre David lors de l'une de ses sorties entre amis. David est décrit par la famille d'Alexandra et ses amis comme un garçon électrique, réservé, mais qui peut d'un coup, s'il est contrarié, péter un plomb et complètement se transformer. Malgré tout, Alexandra le défend et n'écoute pas les mises en garde de sa famille. Le 3 janvier 1998 vient au monde leur premier enfant, Ophélie, et à partir de là, les problèmes s'enchaînent. Au moment où le couple a son premier enfant, ils emménagent dans un appartement à Biache-Saint-Vaast, toujours dans le Nord, appartement dont les grands-parents d'Alexandra se portent garant. Sauf que dans le même temps, David est licencié. Alexandra ne travaillant pas, les loyers s'accumulent et les grands-parents de la jeune mère se retrouvent à devoir 6 100 € de loyer impayé et c'est là que David s'emporte. Donc David, quand on regarde autre part que la description qu'en font ses parents, c'est pas forcément le gendre idéal. C'est un type qui peut se montrer d'un coup très violent, même face à des personnes âgées. Alors, quand on sait que Xavier Flactif l'a arnaqué concernant son logement et le chalet qu'il n'a jamais eu, sa personnalité pourrait coller. Leur deuxième enfant, Jimmy, né au tout début des années 2000. Alexandra vit d'allocation familiale à ce moment-là. David lui fait de l'intérim ici et là. Après avoir eu des soucis avec un autre logement, le couple, à travers les petites annonces, tombe sur un beau chalet en Haute-Savoie, grand bornant, et décide d'appeler pour se renseigner. Ils aimeraient bien changer d'air, de vie et pourquoi pas déménager à la montagne. Ils tombent alors sur Xavier Flactif qui leur propose un logement mais qui ne sera pas terminé avant le 1er décembre 2001. En attendant, ils peuvent venir dans un autre chalet. Les Otia acceptent et partent donc pour le Grand Bornand le 29 septembre 2001. Ils s'installent dans le chalet appelé le Cortinaire qui a été divisé en 2 habitations et le couple est plus heureux que jamais. Enfin, ils vont vivre à la montagne dans un beau logement. David a trouvé du boulot dans le coin chez un groupe spécialisé dans le pneu et l'entretien automobile. Alexandra, elle, accepte de faire du ménage chez les Flactifs. Heureusement, David réussit à tenir son emploi et il fait même venir sur place l'un de ses amis, Stéphane Aremza, qui lui aussi avait bien envie de déménager à la montagne et est donc embauché dans la boîte. Il vit chez les Otia qui doivent donc bientôt déménager dans un plus grand chalet et Stéphane pourra alors avoir sa propre chambre et faire tranquillement toutes ses démarches pour trouver un logement et faire lui aussi venir sa compagne. Et à partir de là, de cette perte d'emploi, c'est une espèce de descente en enfer qui s'engage pour David, Alexandra et Stéphane, puisque Xavier continue de leur pomper de l'argent. Il leur fait signer le contrat de location pour le futur chalet qui est en construction. Le couple verse 1670 € de caution et signe pour un loyer de 850 € qu'ils doivent payer au risque de perdre leur future location. Et une fois les sommes empochées, Xavier Flactif explique à David, Alexandra et Stéphane qu'ils doivent quitter leur chalet actuel, celui qui dépannait, parce qu'il doit être loué à d'autres personnes, même si leur nouveau chalet n'est pas prêt. Alors, tous les 3 se retrouvent dans 2 petits studios à l'hôtel et comprennent que Xavier les a complètement enflés lorsqu'ils réussissent à retrouver le propriétaire du chalet, qui quant à lui n'est pas du tout au courant du fait que le chalet n'est pas encore sorti de terre. Une fois de plus, Xavier a berné tout le monde et l'a
haine monte encore d'un cran lorsque David et Stéphane mettent le feu à l'un de ces chalets qui lui est enfin terminé de construire, financé grâce à ces arnaques en avril 2002, un an avant la tuerie du Grand Bornand. Les pompiers arrivent tard, ils ont à peine le temps d'éviter que le feu ne se propage au chalet voisin. Xavier portera plainte contre X à l'époque. De toute façon, des ennemis qui auraient voulu cramer son chalet, il en a des tas, donc ne pense même pas à David Otia, le petit ouvrier qui ne lui fait absolument pas peur. N'ayant plus d'emploi stable, coincés au Grand Bornand, David et Stéphane se mettent alors à voler des voitures, cambriolent des chalets pour gagner leur vie. Beaucoup sont des résidences secondaires, donc il leur suffit de forcer la porte et de se servir en électroménager. Depuis, Isabelle a rejoint Stéphane avec leurs enfants dans un logement qu'il a réussi à louer. David et Alexandra vivent toujours quant à eux dans l'un des studios prêtés entre guillemets par Xavier le temps que le chalet soit terminé. Alors le couple en a marre et Alexandra réussit à trouver un vrai chalet à louer au prix de 762 €. Alors le vrai propriétaire du chalet, le fameux Henri qui lui aussi a fait confiance à Xavier et a acheté un chalet qui n'existe pas, à force d'être harcelé par David et Alexandra, va finir par leur rendre leur argent parce que c'est lui le vrai propriétaire. Lui aussi il pourrait avoir des problèmes. Mais c'est pas suffisant pour le couple qui a toujours la haine de s'être fait avoir. Cette idée, elle lui vient d'un reportage qu'il voit dans 7 à 8 sur TF1, diffusé le 19 janvier 2003, dans laquelle l'émission retrace l'histoire d'Alfredo Stanieri, un homme qui a abattu 2 couples pour s'approprier leurs biens, gérer leur entreprise et faire croire à leur fuite. On a donc dans tout ce que je viens de vous raconter, un premier motif, Xavier a arnaqué et humilié les Otia, donc ils l'ont un peu là. Et le second motif, c'est que au moment des faits, David et Alexandra sont à 2 doigts de se retrouver de nouveau à la rue, parce que le logement qu'ils louent bien proprement, tout ça bien carré, etc., sa propriétaire veut le vendre et pour le vendre, elle veut le vendre libre, donc elle demande David ne supporte pas de partir. Et dans notre affaire s'ajoute à l'horreur alors la préméditation, puisque contrairement à ce que dit David lors de sa garde à vue, non, il ne s'est pas pointé comme ça chez les Flactifs et ça a mal tourné. Son plan était préparé puisque Stéphane, son ami, le dit. David lui a proposé 48 heures avant le massacre le 9 avril de venir avec lui pour étrangler la famille à l'aide d'une corde pour enfin pouvoir devenir propriétaire d'un chalet. Mais Stéphane, voyant que David ne rigolait pas du tout sur le chemin menant au chalet, s'est désisté disant qu'il ne voulait pas participer à tout ça. Et donc, dans toutes ces personnes qui gravitent autour de David Otia, plutôt que de le dénoncer, d'essayer de le retenir et même de prévenir les flics, dès qu'ils ont appris que les Flactifs avaient disparu dans les médias, n'ont rien dit et ont laissé David littéralement s'enfoncer dans sa folie meurtrière. Le véritable scénario. Ce vendredi, la tension est à son comble au Grand Bornand. Alexandra tente malgré tout de dissuader David, qui part vers 16h en direction du chalet des Flactifs, qui de leur côté font leur vie. Xavier doit livrer des encadrements de portes sur l'un de ses chantiers, et Gradiela, quant à elle, doit emmener les enfants à leurs activités, avant d'elle aussi passer sur les chantiers en cours. Le vendredi soir, lorsqu'il débarque au chalet, comme je vous le disais, c'est pour tuer. Le massacre est prémédité, et voir la petite Laetitia lui ouvrir la porte ne change rien. David entre dans le chalet et demande aux enfants qui sont en train de prendre un petit goûter dans la cuisine si leurs parents sont là. Laetitia explique que non, mais qu'elle va tenter de joindre sa mère Gradiela, qui sera d'ailleurs la première à débarquer. Pendant ce laps de temps pendant lequel les parents Flactifs sont absents, David ne réfléchit pas. Il faut le faire. Après toutes les humiliations qu'il a subies, ce beau chalet de 300 mètres carrés sera bientôt à lui. Il a remarqué toutes les clés d'appartement qui traînent à l'entrée. Il va pouvoir tout mettre à son nom. Dans la cuisine, David attrape un rouleau à pâtisserie. Il prend le premier objet contondant qui lui vient sous la main. L'arme n'a jamais été retrouvée, mais vu que le massacre débute dans la cuisine, c'est la chose la plus logique à mon avis. Alors que Laetitia, Sarah et Grégory ne se doutent pas une seule seconde du danger, David lève au-dessus du crâne de Sarah son lourd rouleau à pâtisserie. Laetitia est entre-temps partie dans sa chambre pour réviser. Le premier coup part, le rouleau
couteau en bois s'abat sur le crâne de Sarah qui perd presque immédiatement connaissance après s'être tenu la tête par réflexe à cause de la douleur. Grégory, 7 ans, tente de partir, il sent le danger mais David le rattrape rapidement. Le garçon tente d'appeler à l'aide. Laetitia a entendu les cris, les bruits, les coups. Elle n'a pas le temps d'appeler quelqu'un ni de s'enfuir. Sa chambre est à l'étage. Impossible de sauter par la fenêtre. Et de toute façon, même si elle aurait pu, le temps de prendre la décision, il est déjà trop tard. Elle entend David essoufflé qui monte les escaliers. Par réflexe, la petite se cache sous le bureau, espérant que David va aller la chercher ailleurs pour avoir le temps de s'enfuir par la porte d'entrée. Malheureusement, David Otia est en chasse. Il regarde partout et trouve Laetitia sous son bureau et commence à frapper pour la faire sortir. Laetitia essaie de trouver une autre cachette, s'accroche à son lit, mezzanine, essaie de grimper en hauteur, mais les coups sont trop forts. À son tour, elle perd connaissance et est achevée. Contrairement à ce que dit David, les traces de sang retrouvées à l'intérieur du domicile le prouvent. Non, pour la majorité des membres de la famille Flactif, il n'a pas utilisé d'arme à feu. Alors que Gradiela rentre, la mère de famille ne se doute pas une seule seconde de l'horreur qui vient de se jouer à l'intérieur du domicile familial. Elle grimpe les escaliers, appelle ses enfants. David est juste à côté de la porte, planqué en attendant que la mère Flactif passe. Au moment où Gradiela arrive à sa hauteur, un coup part. La mère chute lourdement puis est achevée. Quand Xavier Flactif passe la porte, une nouvelle fois, David est caché, cette fois avec son pistolet chargé. Il va tirer la seule balle, la seule douille qui sera retrouvée sur place. Peut-être dit-il quelque chose à Xavier. En tout cas, dans les 10 secondes qui suivent l'entrée de Xavier Flactif dans le chalet, un coup de feu. Le reste du scénario, vous le connaissez, David nettoie, charge les corps et part les brûler en forêt. Même si de mon côté, j'ai quand même un petit souci, le chalet est grand, il est retrouvé super propre par les enquêteurs qui doivent faire appel à des experts pour faire ressortir les traces de sang. Est-ce que vous pensez vraiment que David a nettoyé seul quand on sait que le chalet est visité plusieurs fois par la suite? On connaît aussi beaucoup de détails concernant le nettoyage puisque David n'est arrêté qu'en septembre. Donc, au fil des mois, il se rend sur le lieu de crémation pour continuer de nettoyer et il se crée même un faux email pour prouver qu'il est propriétaire d'un chalet. Il écrit par exemple un texte qu'on retrouve sur un disque dur 10 ans. Je sous-signais, Madame Gradiela Flactif, gérante de la SCI, atteste avoir vendu à Monsieur Otia David un chalet au Grand Bornand. Cette attestation tient lieu d'avis de paiement. C'est bien évidemment David qui déplace le 4x4 des Flactif à l'aéroport de Genève. Il retourne au Grand Bornand grâce au couple Aremza et Alexandra qui l'attendent avec un véhicule plus loin. Mais alors, comment la justice va juger le quatuor? On a David le tueur, Alexandra celle qui ne l'a pas empêché d'aller chez les Flactif et qui dans toute cette haine a sa part de responsabilité, mais aussi le couple Aremza, les amis des Otia qui eux n'en voulaient pas tant que ça aux Flactif, mais ils sont restés là sans rien dire à regarder l'horreur s'écrire devant eux. Ils sont complices dans tout ça. Le procès du Quatuor se tient du 12 juin au 30 juin 2006. Comme toujours, tout ce que je vous ai présenté dans cet HVF y est dit. Ce qui choque, c'est surtout que dans le box, David déverse toute sa haine malgré le massacre. Il a toujours la rage. Il dit « Ce sont tous des chalets de merde. À chaque fois, il disait que les travaux allaient durer une semaine. Il avait promis de me louer son chalet, mais les travaux traînaient. Il nous a trimballés de chalet en chalet. Quand je rentrais du boulot, je trouvais ma femme en train de pleurer. J'en ai eu ras-le-bol. Je me suis dit, il me le paiera et il me l'a payé. » Il avoue également avoir volé dans le chalet des Flactif, comme pour se faire rembourser. Il a pris des lunettes de soleil, des stylos, des transats, du parfum, un caméscope, des DVD, des portables, comme si, suite au massacre, tout lui appartenait désormais. Alexandra et le couple Aremza disent regretter de ne pas l'avoir arrêté, ils sont désolés, c'est tout. Alexandra, d'ailleurs, au moment du procès, a quitté David. Elle est de nouveau enceinte. Le verdict tombe rapidement à la fin du mois de juin 2006. David Otia
est condamné à une peine de prison à vie avec un minimum de 22 ans à faire avant de pouvoir faire appel. Le couple Aremza, quant à eux, écope de 15 ans de prison pour Stéphane et 7 ans pour sa compagne Isabelle. Alexandra, de son côté, prend 10 ans. Ayant déjà fait 3 ans de détention avant son procès, David pourra demander une libération conditionnelle dès septembre 2025. Le couple Aremza est aujourd'hui libre. Alexandra refait sa vie dans l'anonymat. Les restes des flactifs n'ont jamais été retrouvés, brûlés trop violemment, jetés dans la nature par la suite et certainement cassés. Leurs ossements sont aujourd'hui quelque part, certainement sous différentes formes, dans les grandes forêts du Grand Bornand. La seule chose qu'ont pu donner les experts scientifiques à leurs proches, ce sont 5 sachets de cendres. Mario, le seul survivant de la famille Flactif, désormais adulte, s'est exprimé récemment dans les médias, disant que s'il avait été là, il aurait pu protéger ses frères et sœurs. Normalement, il devait arriver dès le vendredi, jour du massacre, et non le samedi, mais son père a refusé qu'il loupe un jour de cours, lui sauvant certainement la vie. David Otia n'a jamais formulé de regrets quant à ses actes.